Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Comme d'hab, il fait beau à Stockholm, donc on est content. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai souvent cette question qui revient. Comment faire pour être développeur web? Euh, Quoi apprendre? Quel chemin suivre? Le parcours que je vais donner, c'est vraiment un avis personnel, c'est ce que j'aurais fait. Enfin, c'est ce qui me semble, moi, être une bonne voie, pas la meilleure voie, mais être une bonne voie pour devenir développeur front-end. Donc moi, je connais pas tout ce qui est back-end, c'est vraiment euh, parler du cheminement pour être développeur front-end. On va définir c'est quoi un développeur web. Donc un développeur web, on va prendre l'exemple d'un iceberg. En fait, sur le site, tu auras la partie visible et la partie cachée de l'iceberg. Donc, la partie cachée, c'est le développeur back. Donc, tout ce que tu vas pas voir sur le site, c'est lui qui s'occupe de ça, on va dire. On va grossir ça comme ça. Et toutes les interfaces, tout ce que tu vois quand tu vas sur YouTube, quand tu vas sur Facebook, nanana, c'est le développeur front-end, lui, qui s'occupe de te faire un beau visuel. Donc, développeur front-end, faut que tu, comme j'ai dit, il faut que tu fasses des belles interfaces, il faut que tu traites les données en fait, que le back-end t'envoie. Quand tu vas par exemple te connecter sur un site, ça va te mettre bonjour avec ton prénom, ton nom de famille. Ça, c'est des données que tu as récupérées du back. Quand tu vas t'inscrire sur un site internet, moi, développeur front-end, ces données-là, je dois les envoyer au back. Et lui, dans le back, il fait autre chose, il les sauvegarde. Après, les qualités pour un développeur front, moi, je dirais, niveau qualité, c'est comme tous les développeurs, il faut de la patience, il faut avoir un esprit logique, il faut aimer résoudre des problèmes. Et après, il faut aimer, enfin, c'est pas obligatoire, mais je pense faut avoir ce petit sens du graphisme, il faut aimer faire des belles choses, tout ça. Premièrement, moi j'aurais dit déjà comprendre comment Internet marche, essayer de se familiariser comment un site communique, qu'est-ce qu'un DNS, qu'est-ce qu'un serveur, des petits trucs simples, hein, pas vraiment rentrer dans les détails, mais être un peu familier à comment le web marche, l'histoire du web, comprendre un peu déjà, voilà, qu'est-ce que le web. Je trouve que pour être dev, c'est une bonne introduction de comprendre en fait le contexte, qu'est-ce que le web. Déjà, ça, pour moi, ce serait la première étape. En deuxième étape, j'aurais appris le HTML. Donc Hypertext Markup Language, donc c'est vraiment pour structurer ta page, tu peux mettre des paragraphes, des listes. C'est tout ce qu'on va dire, c'est la structure de ton site, c'est l'ossature, c'est les os. C'est vraiment le squelette de ton site. Voilà, en fait, c'est avec ça que tu vas organiser ta page. Tu vas mettre un header, donc une navigation avec un petit menu. Tu vas mettre des images, tu vas mettre un paragraphe, tu vas mettre une liste. Donc en fait, tous ces éléments-là, ça vient du HTML. Donc le HTML, c'est pas un langage de programmation, c'est un, c'est du balisage. Je vois ça un peu moi comme du traitement de texte. En fait, tu mets des balises, donc P, tu mets ton texte dedans, tu mets un titre en H1, voilà, c'est vraiment, tu structures ta page. Voilà, j'aurais commencé à apprendre le HTML. En troisième, une fois que j'ai compris un peu comment structurer une page, quoi, je serais passé au CSS. Donc le CSS, Cascading Style Sheet, en gros c'est un langage de style, c'est ce qui va te permettre de styliser ta page, d'avoir des pages super cool, super belles, attractives. Donc on dit Cascading Style Sheet parce que tu l'écris en cascade en fait. Tu commences en haut et tu écris toutes tes règles à la suite. Donc ouais, après l'HTML, je me serais concentré sur le CSS. Donc vraiment, le conseil que je peux donner pour progresser en CSS, ce serait de copier des sites qu'on aime bien. Donc par exemple, tu peux aller sur Nike par exemple, voilà, tu fais du HTML, CSS et tu recopies Nike en entier. Voilà, d'autant plus là en 2022, on demande vraiment à un développeur front de faire des pages super belles, bien, qui s'adaptent à tous les formats, qui s'adaptent à un téléphone, à une tablette, voilà. On ne sait pas comme en 90 où avec le gros PC, là maintenant on a des téléphones, on a des tablettes, on a des écrans larges, des écrans comme ci, comme ça. Il faut que, avec le CSS, faut que le site, faut que l'application, le site, voilà, il soit adaptable à tous ces écrans-là. Donc voilà, c'est l'enjeu aussi du développeur, du front-end, de faire des sites responsives qui sont bien adaptables, bien beaux. Après ça, je serais passé à Git. Puisque en fait, pour moi, Git, c'est vraiment un truc primordial. C'est quelque chose de primordial pour bosser en équipe. C'est obligatoire de connaître Git si tu veux bosser dans une équipe professionnelle. Donc en fait, Git, c'est quoi? Git, c'est ce qu'on va appeler un version control system. Donc en fait, ton code, tu l'as de base, tu l'as sur ton PC.
Mais quand tu vas bosser avec d'autres personnes, vous n'allez pas vous envoyer le code sur une clé USB, tout ça. Ça te permet déjà d'avoir ton code dans le cloud. Donc en fait, chaque membre de l'équipe pourra partir de la même base, pour avoir ce même code. Et quand tu vas faire tes modifications, tu vas faire tes modifs, tu vas envoyer ta modification sur GitHub. Tes collègues, ils vont voir que tu as modifié tel truc à telle heure. En fait, tu vas versionner ton code. Tu auras plusieurs versions de ton code, tu auras un historique. Et ça, c'est top quoi, pour avancer en équipe. Donc, on va se diviser le travail. Toi, tu dois bosser sur telle tâche. Donc, moi, j'ai fait mes modifications, j'envoie mon code. Toi, tu peux récupérer ce bout de code-là, le prendre chez toi. Et voilà, ça facilite en fait la collaboration. Et c'est un outil pour moi indispensable, quoi. Même ne serait-ce que quand on bosse, même ne serait-ce que quand on fait des petits projets perso, qu'on fait des petits codes HTML, CSS, voilà, avoir notre code qui soit visible par un potentiel recruteur. Voilà, je sais faire ci, je sais faire ça. Mon code, il est hébergé sur GitHub. Donc GitHub, c'est une plateforme où tu peux héberger ton code. Donc le recruteur va sur GitHub, il regarde un peu comment tu codes. Et je trouve ça vraiment top de connaître Git. Donc là, tu as appris comment Internet marche, tu as appris le HTML, tu as appris le CSS, tu as appris à utiliser Git, tu as fait des petits projets perso, HTML, CSS que tu as hébergé sur GitHub. Maintenant vient le moment où il faut choisir un langage de programmation. Après, je ne serai pas objectif parce que c'est ce que je fais. Donc, j'aurais choisi JavaScript. C'est l'un des langages les plus populaires. Quasiment tous les sites aujourd'hui ont du JavaScript. Donc, c'est vraiment quelque chose de super utilisé. Par exemple, JavaScript, il y a des très grosses boîtes qui l'utilisent. Tu as Facebook qui l'utilise, tu as Netflix, tu as Uber, tu as Spotify. Donc, vraiment, JavaScript, c'est quelque chose qui est super populaire, qui est super utilisé. Avec JavaScript, tu peux faire du web, tu peux faire du mobile, des applications mobiles avec React Native. Tu peux être développeur front si tu veux. Ou sinon, tu peux même être développeur back-end avec JavaScript. Tu peux être full stack, donc tu peux faire les deux, du front et du back. Tu peux faire, tu peux faire des jeux vidéo, tu peux faire vraiment énormément de choses. Donc ce qui ouvre en fait plusieurs opportunités. Après JavaScript c'est un très gros morceau. Moi j'ai commencé à apprendre JavaScript il y a 3 ans, 3 ans et demi par là. Aujourd'hui j'apprends toujours des choses sur JavaScript. Donc on n'a jamais fini d'apprendre de toute façon, mais JavaScript c'est quelque chose, tu verras toujours de nouvelles choses. Et là quand tu vas apprendre JavaScript, moi je te conseille de bien maîtriser les fondamentaux, de ne pas te précipiter pour aller voir autre chose après, de rester réellement sur JavaScript, voir les bases, tout ce qui est fondamental, vraiment te concentrer sur JavaScript parce que ça, c'est un gros morceau. Et pour moi, tu peux pas en fait penser à courir si tu ne sais pas marcher. Donc JavaScript, c'est ça. Il faut marcher. Donc avec JavaScript, tu l'apprends bien. Donc tu vas commencer à marcher comme un petit bébé. Les bébés ne marchent pas bien au début, après un jour ils arrivent à marcher bien droit sans être bancal. JavaScript pareil, essaye de te sentir bien. Quand toi tu te sens bien avec JavaScript, tu peux passer à autre chose. Mais si tu te sens que tu as beaucoup de lacunes avec JavaScript et que tu vas aller autre part, mais tu vas boiter. C'est simple, tu vas boiter et tu vas revenir un autre jour, te soigner et tu vas perdre du temps. Donc moi je te conseille d'essayer d'être toi à l'aise avec JavaScript. Le jour où toi tu te dis je suis assez à l'aise, je comprends ces choses-là, tu peux avancer sur l'étape d'après. Donc après ça, moi je conseille de faire de l'algorithmique. En fait, de s'entraîner à résoudre des algorithmes. Donc résoudre des algorithmes, c'est quoi? C'est en fait résoudre des problèmes en suivant un cheminement, en découpant ce problème-là. Pour la suite, c'est super bien. En gros, ça va vraiment développer cet esprit logique-là, à découper un problème en plusieurs parties, à voir le cheminement, par où je vais passer pour le résoudre, et c'est top. Donc là, l'étape d'après, c'est d'apprendre à utiliser des API. Donc en fait, une API, c'est quoi? Ça sera en fait un service externe que tu vas utiliser dans ton site. Donc c'est comme, on va dire, au restaurant. Au restaurant, tu auras une carte avec plusieurs menus. Tu vas dire, moi, je veux tel menu. En cuisine, quelqu'un le prépare, tu ne le vois pas, mais quelqu'un le prépare et le serveur te ramène ça. Donc tu demandes, par exemple, je sais pas, tu veux un hamburger, tu te dis je veux un hamburger, le serveur va te ramener ça. C'est pareil pour une API. Voilà qu'une API, par exemple,
tu peux récupérer les données qui sont dans une base de données. Donc, tu veux la liste de tous tes clients de ton site. Pour communiquer avec le back-end, tu utilises des API. Donc, tu vas dire au back, ouais, envoie-moi la liste de tous les clients, envoie-moi le client avec, je sais pas, l'identifiant il va te l'envoyer. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir communiquer avec le back, tu vas utiliser ce qu'on appelle les API. Donc, tu vas lui dire au back, envoie-moi telle donnée, et ils vont te mettre ça à disposition, et tu vas utiliser ça sur le site après. Donc là tu arrives à un moment où tu as vu HTML, tu as vu du CSS, tu as vu du JavaScript, tu as vu Git et tu as vu tout ce qui était API. Donc là, c'est le moment de faire plusieurs petits projets perso. Comme j'avais fait dans une autre vidéo YouTube, tu peux faire un petit Pokédex. Donc tu récupérer la liste des Pokémon, tu vas utiliser des API, tu vas utiliser JavaScript, HTML, CSS. Tu peux faire la même chose en récupérant des films. Il y a des millions, il y a des milliers d'API. Il y en a gratuites, il y en a payantes. Mais voilà, je trouve ça super sympa comme projet perso à montrer même dans le portfolio. Donc le recruteur, il voit que voilà, tu as fait du HTML, tu as fait du CSS, tu as fait du JavaScript, tu as joué avec des API. Et ton site, tu as utilisé Git puisqu'il peut le voir sur GitHub. Donc là, tu as les 5 choses que tu as appris, tu les mets en application, tu fais 2-3 petits projets et tu avances. Donc là, tu es à l'aise avec JavaScript, tu as fait des petits projets perso. Là, c'est le moment de choisir un framework ou une librairie JavaScript. Donc, je vais t'en citer 3 pour moi qui sont les plus populaires et qui sont. Enfin, après, c'est personnel. Moi, j'aurais choisi un des 3. Donc, tu as React.js qui est super populaire, qui a été développé par Facebook, qui est largement utilisé. Tu le retrouves sur des sites comme Netflix, comme Spotify. Tu retrouves React sur ces projets-là. Après ça, tu as Vue.js. Donc Vue.js aussi qui est très populaire. Tu as énormément de projets avec. Et tu as Svelte.js. Donc tu vas regarder un peu sur internet les trends, donc les tendances des frameworks, lequel est le plus utilisé, sur quel projet. Moi, quand j'ai fait le choix d'un framework JS, j'ai regardé en fait par rapport aux offres d'emploi. Je cherchais un emploi sur Montpellier ou en télétravail. Et ce qui revenait le plus souvent, c'était React.js. Donc moi, naturellement, je me suis dit, allez, React.js, comme ça. Donc voilà, comme ça, je suis en corrélation avec le marché. J'ai pas trop de soucis, pas trop de soucis à trouver. Donc même là, en venant en Suède, pareil, React.js, ça reste très populaire ici. Il y a beaucoup de postes. Donc pareil, même ici, en venant ici en Suède, React.js, ça reste autant populaire. Donc voilà, pour moi, c'est un bon choix que j'ai fait. Après, je sais bosser avec React.js, j'ai bossé déjà avec Vue.js, j'ai déjà touché un peu à Svelte.js. Donc après, il ne faut pas rester bloqué sur un seul React.js. Après, voilà, de toi-même, tu peux aller découvrir autre chose. Donc c'était une petite vidéo pour dire un peu quel cheminement j'aurais pris pour être développeur front-end en 2022. J'espère que la vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Edo!